La Roue du Temps est le vilain petit canard d'un genre qui n'existe que peu dans l'esprit du public français, des consorts de la Sainte Trinité des gros univers à succès que sont Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Game of Thrones. Pourtant, la série La Roue du Temps fait partie des rares dont la qualité progresse drastiquement d'une saison à l'autre. Sur les 8 épisodes que comptera la saison 3 en cours de diffusion, 5 sont déjà disponibles et de mon point de vue de lecteur qui accepte dans l'ensemble des choix d'adaptation parfois drastiques, c'est une franche réussite. Si le méchant algorithme ne vous l'a pas encore proposé, sachez que j'ai sorti une vidéo récapitulative de l'univers et des 2 premières saisons de la série, si vous en avez oublié la moitié ou si vous voulez tenter de commencer directement par la saison 3. Par ailleurs, sachez que cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, comprendra des spoilers portant sur les 5 premiers épisodes de cette saison 3. Si vous avez des interrogations sur le lore de la Roue du Temps, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis sûr que des amis charitables ou moi-même pourront éclairer votre lanterne. Et justement, ces 5 épisodes déjà disponibles, parlons-en. Par rapport aux saisons précédentes, on note une belle progression esthétique, aussi bien dans les costumes, les décors, les effets visuels associés à l'usage du pouvoir unique. Même le rythme est meilleur, la série passant de moments d'action intenses à des respirations qui permettent d'apprécier au mieux les personnages et leurs interactions, mais aussi les diverses intrigues en cours. Et ces intrigues principales ont pris 4 directions. La première, c'est l'évolution de la situation au sein de la Tour Blanche, suite à l'affrontement contre Liandrin Sedai et la Dja Noire, sachant que la saison a introduit le personnage d'Eleda Sedai, une puissante Aes Sedai de la Dja Rouge, rivale de longue date de la chère d'Amirlin, la chef des Aes Sedai, Siouan Sanche. La deuxième grande intrigue consiste à suivre les apprentissages de Rand, Moiraine et Egwene dans le désert des Ailes, cette vaste étendue de l'autre côté de l'échine du monde, une chaîne de montagnes. Ils sont en compagnie d'Aviendha et font la connaissance de nombreux Ailes, bien entendu, un peuple que Rand aimerait convaincre de devenir son armée. La troisième intrigue suit Nynaeve, Elayne, Min et Mat sur les traces de Liandrin à Tanchico. Les 2 premières accomplissent la mission confiée par Siouan Sanche, et les 2 autres les suivent pour leurs propres raisons, mais principalement amicales. Enfin, la 4e intrigue est celle de Perrine de retour dans sa région natale de Deux-Rivières, qui se trouve prise entre le marteau et l'enclume avec les Trollocs en maraude d'un côté et les Capes Blanches de l'autre. Le premier épisode de la saison était impactant, proposant une rapide succession d'événements et de décisions pour envoyer les protagonistes sur ces 4 pistes. C'était parfois un peu justifié à l'arrache, pas forcément en phase avec la logique géographique, mais cet épisode a la grande force de saisir le spectateur par le col et de l'entraîner directement dans l'action et la projection des enjeux de la saison. En résumé, un épisode moyennement subtil mais sacrément efficace, avec ce premier quart d'heure d'affrontement au cœur de la Tour Blanche que j'ai beaucoup apprécié à titre personnel. L'existence de la Dja Noire est prouvée aux yeux de toutes et le cœur du pouvoir des Aes Sedai est en quelque sorte désanctifié avec cette explosion de violence en son lieu le plus sacré. La révélation du nombre d'Aes Sedai qui se sont voués aux ténèbres convainc Moiraine de garder le groupe des Deux-Rivières aussi loin que possible d'autres Aes Sedai en qui elle ne peut plus avoir confiance. Et donc il est d'autant plus perturbant et improbable de voir ensuite la même Moiraine accepter un accord temporaire, certes, avec Lanfear pour pousser le groupe à se séparer. Que Lan puisse se plier à une telle décision semble également des plus farfelus. Concrètement, on a un événement qui correspond à la description de ce qui est présenté dans les livres comme une bulle maléfique, Bubble of Evil en VO, une sorte de déchaînement chaotique au cours duquel des choses surnaturelles et dangereuses de toutes sortes peuvent survenir, comme une hache animée qui attaque un peu à l'aveugle, ou des doubles meurtriers qui sortent des miroirs. Une bulle maléfique est une émanation liée aux fissures dans la prison du ténébreux, celle qui le maintient depuis l'origine de la création, en dehors de l'espace et du temps. Dans la série, cette notion de bulle n'est pas du tout mentionnée pour l'instant et on est amené à supposer que ce sont les pouvoirs de rejeté de Lanfear qui ont créé ces phénomènes. Je comprends bien l'idée de simplifier un peu les choses, faute de temps pour tout expliquer, mais j'estime que la notion de bulle maléfique est assez intéressante et inquiétante pour mériter d'avoir une place dans l'adaptation. L'intervention d'un homme gris, a priori envoyé par Moghedien, vient pimenter le tout alors que Nynaeve se fait larder de coups de couteau par cet individu dont l'âme a déjà rejoint le ténébreux et qui a le pouvoir de passer inaperçu où qu'il passe. La scène de fin d'épisode montrant la création d'un de ces assassins parfaits continue de renforcer Moghedien comme une antagoniste des plus effrayantes
et perturbante. Malheureusement, au fil de la saison, on constate que les hommes gris semblent incapables de toucher un point vital suffisamment rapidement et efficacement pour que leur action ne soit pas contrebalancée par les pouvoirs de guérison des Aes Sedai. Un peu dommage de ne pas les voir réussir un seul assassinat pour l'instant. Un exemple de leur efficacité préalable aurait largement accru l'impact de leur apparition ultérieure pour les spectateurs. Les moments partagés entre Rand, Perrine et Mat sonnent juste dans le premier épisode, même si le trait est un peu forcé sur l'aspect irresponsable et fanfaron de Mat avec le corps de Valère. Le plus improbable dans tout ça, c'est qu'un objet aussi important n'ait pas été immédiatement confisqué, bien sûr, par la Tour Blanche. Le bon côté, c'est que cela donne lieu à une scène vraiment délicieuse entre Mat et Siuan dans l'épisode 2. L'épreuve d'Egwene pour devenir une acceptée, son passage par les 3 arches, si vous préférez, est traité bien plus rapidement que celle de Nynaeve. C'est un choix qui me semble justifié étant donné que le concept avait été très bien exploré précédemment et qu'on en retrouve les traces jusque dans l'épisode 5, lorsqu'Egwene vient visiter le rêve de Nynaeve, qui est en compagnie de cette petite fille qu'elle n'a jamais vraiment eue, sinon durant cette épreuve d'accepter. Notre seul point de vue concernant l'expérience d'Egwene, c'est qu'elle s'exprime dans une opposition à Rand, alors qu'elle est devenue la chair d'Amyrlin. Cela implique qu'Egwene a en elle l'envie de mener les Aes Sedai et une part de conviction qu'elle serait la meilleure personne pour faire face à des enjeux aussi terribles qu'un Rand, par exemple, qui perdrait totalement la raison et qui deviendrait un danger mortel pour tous, y compris ses amis les plus proches. C'est un choix qui résonne particulièrement bien avec ce qu'elle découvre en fin d'épisode 5, tandis qu'elle surprend Rand en compagnie de celles qu'elle ne connaît pas encore, comme Lanfear, mais dont elle saisit déjà tout le danger et la toxicité. Outre le choix très discutable Moiraine d'une alliance temporaire avec Lanfear, ce qui me laisse le plus perplexe dans le premier épisode, c'est la façon dont Perrine abandonne les autres, sans raison apparente, sinon avoir le mal du pays. C'est un peu ridicule, et cela vient renforcer mon sentiment que Perrine reste le personnage le moins bien adapté par la série, ce qui ne s'arrange pas vraiment, y compris jusque dans l'épisode 5. Ainsi, le départ de Perrine semble sortir de nulle part. Autant si ça avait été Mat, dont la série a développé les liens avec ses petites sœurs en première saison, on aurait pu comprendre le choix, mais du côté de Perrine, on avait l'impression, certes fausse, que son épouse était sa seule famille au Champ des Mondes. Dans les livres, Perrine retourne à Deux-Rivières pour tirer au clair des rumeurs de troubles causés par des capes blanches à cause de Rand et de lui-même. J'ai donc toujours l'impression que cette version de Perrine est molle, qu'il se laisse porter par les événements et n'agit qu'en réaction à ce qui arrive sous son nez. Son lien avec les loups est toujours aussi pauvre, et même ses capacités liées à Tel Aranriod, le monde des rêves, ne sont pas encore développées. Même ses talents de combattant et sa force brute sont en retrait quand il se fait blesser par inattention dans l'épisode 5, alors même que Faigle vient à bout seul de plusieurs capes blanches entraînées. À un moment, il va falloir que les scénaristes et l'interprète se réveillent, mais je commence à me dire que cela n'arrivera jamais malheureusement. Et c'est d'autant plus frappant que d'autres personnages sont, à mon sens, extrêmement réussis, notamment Egwene, Elayne, Moiraine, Lan, mais aussi la plupart des Aes Sedai. Je continue d'avoir un faible pour Egwene depuis la saison 2, je trouve que le parcours de son personnage est vraiment intéressant et que son potentiel ne fait que grandir. Pour compléter le tableau, je trouvais Nynaeve très convaincante en saison 1, mais depuis que son blocage dans l'usage du pouvoir est devenu le centre de son histoire, elle a perdu de son mordant et semble toujours à 2 doigts de s'effondrer, et ça commence à devenir long et un peu monotone. J'espère que la rencontre avec les canalisatrices du peuple de la mer et l'importance de lâcher prise et de se laisser porter finira justement par porter ses fruits. Du côté de Mat, maintenant, je trouve que l'interprétation fonctionne bien et qu'on a bien cerné ses défauts comme ses aspects plus attachants. La scène du combat d'entraînement contre Gawain et Galad était chouette, d'autant plus que le choix de la situer dans un environnement sans public, contrairement à ce qui se passe dans les livres, venait souligner que Mat menait ce combat davantage pour lui-même et ce qu'il représente, à savoir les gens du commun face aux nobles arrogants, plutôt que pour faire le mariole, encore une fois, devant une foule. En revanche, je reste dans une certaine frustration concernant les capacités de Mat, leurs démonstrations, leurs implications, même si on sent que les pièces sont placées sur l'échiquier pour avancer sur la question d'ici la fin de cette saison, du moins j'en ai l'impression. Le choix de Mat de rester avec Nynaeve avec la confiance qu'il place en elle pour le soigner est touchant, et cela offre l'opportunité dans l'épisode 2 de constater que Rima, la Aes Sedai qui avait sauvé Elayne et Nynaeve en saison 2 à Falme, est bien vivante et de retour à la Tour Blanche, puisque c'est elle qui mène la tentative de soigner l'esprit de Mat avec plusieurs autres sœurs de la Jade jaune, celles des soigneuses, des guérisseuses. Concernant Aviendha maintenant, je reste un peu sur la réserve, je pense que le personnage entame tout juste son évolution avec sa formation de Wise One, un titre traduit de manière un peu malhabile je trouve, par le terme matriarche en français. L'invention d'une relation amoureuse entre Aviendha et Elayne ne me choque pas spécialement, même si ça va très vite, et comme tout le reste du premier épisode d'ailleurs, Elayne bénéficie dans l'ensemble de l'écriture et de l'interprétation du personnage. Je trouve qu'elle a pris sa place très naturellement dans le groupe, notamment au travers de ses relations
qui coule de source aussi bien avec Nynaeve que Rand. Quant à Min maintenant, c'est sans doute le personnage traité le plus différemment entre la série et les livres, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle ne s'en sort pas grandie dans la série. On sent qu'elle est un personnage secondaire qu'on force un peu dans l'histoire, tandis que son intégration dans les livres allait de soi, même si elle posait bien évidemment des questions quant à l'approche des relations amoureuses du point de vue de Robert Jordan. On constate que dans la série, elle est liée à Mat bien plus qu'à Rand, en tout cas pour l'instant. Quant aux élucubrations sur les excuses que Mat devrait faire à Min, elles sont totalement déplacées, étant donné que Min a littéralement hésité à vendre Mat aux forces des ténèbres en saison 2. Parmi les personnages introduits dans ces 5 épisodes, celle qui laisse la plus forte impression est sans doute Eleda Sedai, la conseillère de la reine Morgase Trakand. Elle instrumentalise l'espionne Min pour pousser Siuan à envoyer la première de la Djhar Rouge en mission, afin de se ménager la possibilité de la remplacer pour siéger au Conseil. Son approche rugueuse et sa vision du monde de privilégié la rendent à la fois amusante à suivre, tout en laissant bien entendre que sa façon de faire pourrait salement causer du tort, notamment dans son objectif affiché de mettre Rand al'Thor en cage. Mais qu'est-ce qui explique la scène dans laquelle on voit la main d'Eleda Sedai trembler de manière incontrôlée? On trouve sans doute l'origine de cet effet secondaire en la personne de Ravin, qui s'est installé en prince consort de la reine Morgase par sa maîtrise de la compulsion. Voilà un autre personnage prometteur qui fait la démonstration de la puissance des rejetés, un excellent show don't tell en résumé. Outre cette main d'Eleda qui tremble car sa volonté lutte certainement contre l'effet de la compulsion, on a un autre indice avant la révélation, quand Leanne Sharif, la gardienne des chroniques, hésite avant de retrouver le nom du prince Gaebril lors de leur présentation à la chaire d'Amirlin. L'incarnation à l'écran de la reine Morgase fonctionne bien notamment grâce à une excellente interprète qu'on a vue récemment dans la série Dune Prophétie, Olivia Williams. L'introduction très Game of Thrones de l'épisode 2 a au moins le mérite de souligner que le trône d'Andor ne peut revenir qu'à une femme, ce pourquoi ce sont uniquement les prétendantes malheureuses qui sont assassinées au pied du trône littéralement. Alors c'est vrai, cela donne un aspect particulièrement impitoyable à cette Morgase, de manière plus sanglante et immorale encore que dans les livres. Cet effet de choc est un choix discutable, mais au moins cela permet de souligner que les gens peuvent commettre certaines horreurs sans être pour autant des suppôts du ténébreux. Cet aspect limite too much des assassinats lors de l'accession de Morgase au trône se retrouve un peu à Tanchico, dans la scène du mariage et du massacre des convives par la bande de l'Alja Noire de Liandrin. Ceci dit, à titre personnel, un peu de grand guignol de temps en temps ne me déplaît pas. En parlant de guignol, Gawain et Galad sont bien campés pour le peu de temps passé en leur auguste compagnie. Qui me manque un peu par rapport au livre, c'est d'avoir une comparaison des capacités de combattants entre des gens très entraînés comme eux et des champions avec un lien actif avec leur Aes Sedai bien sûr, et l'appréciation des champions sur les capacités des nouvelles recrues. Pour en venir à Rand, j'estime que la représentation des Ailes et de leur culture est pour l'instant convaincante, avec de beaux efforts sur les paysages qui sont dans l'ensemble magnifiques dans cette saison 3, de même que les très nombreux et diversifiés costumes, j'en ai déjà parlé, mais c'est à tel point que La Roue du Temps s'impose sans doute comme l'une des toutes meilleures séries de fantasy, sur ces aspects au moins. Le passage dans les tentes de sudation permet d'en révéler davantage aux spectateurs sur la lignée de Lan, son statut de roi d'un pays perdu, et toute la responsabilité et la nostalgie associées à Malkyr. Contrôler Rand al'Thor, voici le point commun entre les plans de Liandrin qui cherche un collier tel que les Shonchan en font porter aux canalisatrices, mais adapté à un homme cette fois, et ceux d'Eleda qui a bien l'intention de mettre le dragon réincarné à genoux en cage face à la puissance de Tar Valon. Des projets à mettre en perspective avec la vision que Moiraine ramène de Rhéodin, à savoir la défaite lors de la dernière bataille si la tour ne plie pas le genou face à Rand, un Rand qui prend déjà les choses en main en choisissant ce voyage vers le désert et ses origines inconnues, plutôt que de tenter de récupérer Kalandor, le plus puissant Sa'angreal, pour un canalisateur masculin. Pour rappel, un Sa'angreal est un objet permettant à une personne de démultiplier la quantité de pouvoir qu'elle peut puiser de la source unique sans en mourir. Kalandor est une épée conservée depuis des millénaires dans la forteresse nommée la Pierre de Tyr. Les Sa'angreal ont été un peu simplifiés dans la série par rapport au livre, puisqu'il existe des statues géantes dans les livres qui sont les plus puissants multiplicateurs de pouvoir pour un homme et pour une femme, et la série décide de voir Moiraine récupérer une sphère appelée Sakarnen, qui est donc présentée comme l'équivalent féminin de Kalandor en termes de puissance, a priori. Dans les livres, le Sakarnen est un sceptre destiné aux canalisateurs masculins, mais peu importe. Il est intéressant de voir la série prendre des chemins différents. Cela apporte du suspense, y compris pour les lecteurs, sachant qu'une adaptation littérale était de toute manière impossible au vu du nombre de pages que compte la saga papier. L'épisode 4 a été beaucoup salué comme étant particulièrement réussi, tellement que j'ai été légèrement déçu, je pense, en le découvrant. Il était intéressant et esthétique, mais pas aussi intense émotionnellement que ce à quoi je m'attendais. On a Rand qui traverse les piliers de cristal, les piliers de verre, et qui remonte dans les souvenirs de ses ancêtres directs
pour découvrir l'histoire des Aiel, tandis que Moiraine est confrontée à des milliers d'avenirs possibles lors de sa stase en apesanteur dans l'anneau, une scène visuellement très marquante, parvenant à exprimer tout le mysticisme et la dangerosité du processus. Ce qui peut porter à confusion peut-être pour les non-lecteurs, c'est qu'on a une notion de dragon réincarné, mais le précédent dragon, Lews Therin, dont Lanfear était déjà amoureuse, n'est pas l'ancêtre de Rand d'un point de vue de lignée génétique. La grande révélation à laquelle doivent résister les chefs Aiel consiste à découvrir qu'ils sont à l'origine des Tuatharan, ces voyageurs pacifistes qui suivent le paradigme de la feuille. Leurs ancêtres ont brisé leur serment, ce qui est la pire chose que puisse faire un Aiel dans leur culture actuelle. Et on découvre que le premier à briser ce fameux serment était un ancêtre direct de Rand. Ceci dit, l'impact de cette révélation sur lui reste acceptable puisqu'il n'est pas du tout conditionné par toute une vie à suivre les coutumes et les traditions Aiel, ce qui vient réduire aussi l'effet émotionnel sur le spectateur. On assiste davantage à un cours d'histoire accéléré qu'à un voyage initiatique personnel, comme a pu l'être le test de Nynaeve pour devenir accepté par exemple. Ceci dit, cet épisode 4 vient démontrer la profondeur du lore de la Roue du Temps et nous donner un superbe aperçu de la terrible erreur de l'âge des légendes lorsque l'équipe menée par Meereen, alias Lanfear, a creusé tellement profondément qu'elle a atteint la prison du Ténébreux et mis la réalité même en péril. Toujours plus de puissance, toujours plus de ressources à exploiter alors que le pouvoir unique n'était même pas corrompu à l'époque pour les hommes et permettait déjà des accomplissements grandioses. Ne serait-ce pas un message directement destiné à l'ivresse capitaliste d'exploitation sans fin d'un monde aux ressources pourtant finies? Vous avez 4 heures. Comme je le disais, Rand ressort relativement indemne de l'expérience, même si son destin de Caracarn ne fait désormais plus aucun doute. En revanche, Moiraine en ressort bouleversée et en partie transformée, sans doute convaincue que seule sa mort peut offrir une chance de victoire à Rand. C'est l'intensité de cette situation et le talent de Rosamund Pike et de ses partenaires qui font que les scènes entre Moiraine et Lan, puis entre Moiraine et Siuan, sont aussi belles et touchantes. Lan puise dans ce que lui a dit la survivante de Malkyr, le rire comme élément qui lui manque le plus, et en fait un instrument pour ramener un peu de goût à la vie chez une Moiraine écrasée par son destin. Quant à l'histoire d'amour avec Siuan, autre invention de la série, je dois dire qu'elle fonctionne extrêmement bien pour moi, et ces rares moments de retrouvailles dans la hutte sur la rivière n'en sont que plus précieux. Je dois avouer que même si l'épisode 5 était destiné à la transition et à la mise en place de moments forts à venir, il m'a beaucoup plu, presque davantage que l'épisode 4. En outre, la mise en image de Tel'aran'rhiod Rhyod fonctionne très bien et apporte un nouveau terrain de jeu qui peut être exploité de diverses façons. En effet, si Egwene se contente ici de visiter les rêves de ses amis, on obtient au passage un avant-goût des applications potentielles en termes d'espionnage et de plans militaires notamment. La confrontation inéluctable entre Siuan et Eleda vient aussi apporter un piment inattendu à cette saison. Avec tout ce qui a été mis en place et sachant qu'il ne reste déjà plus que 3 épisodes, on peut s'attendre à énormément de confrontations, de chocs et de résolutions intermédiaires, voire de coups de théâtre. Chacun des épisodes était bien rempli déjà dans les 5 premiers avec une durée de plus d'1 heure souvent, ce qui nous laisse entrevoir une fin de saison épique. Alors c'est vrai, tout n'est pas parfait, comme par exemple l'exagération du nombre de carreaux qui viennent frapper Alanna Sedai avant que son champion ne surgisse au dernier moment pour ajouter du drama, alors que la même scène, mais en suivant le point de vue de Maxime, découvrant in extremis l'embuscade, aurait eu plus de poids et de logique surtout. Ne reste que 3 épisodes pour espérer une rédemption pour Perrine avec des loups, le monde des rêves et des patates de forain, 3 épisodes pour commencer à explorer le risque de folie qui menace Rand, 3 épisodes pour que Mat exprime son potentiel et découvre comment il pourrait bien aller se faire pendre, 3 épisodes pour que Nynaeve canalise enfin comme la bourrine qu'elle est, 3 épisodes pour que Egwene continue de s'affirmer en badass indépendante ultime, et j'en passe. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà devenir membre de la chaîne pour profiter de divers avantages comme des réponses prioritaires aux commentaires, l'accès au chat quand je lancerai des lives sur la chaîne, ou encore entrer sur le Discord Popcorn Caramel. Merci aussi à vous qui ne pouvez pas devenir membre pour soutenir la chaîne financièrement, mais qui le faites en vous abonnant, en commentant, en mettant un pouce en l'air. Et puis bon, si vous ne faites aucun effort, hop, ce sera direction la cave de Moghedien pour être transformé en homme gris ou en femme grise, les pires meilleurs assassins au monde. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!